Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginons un instant le plus long fleuve du monde, une artère vitale millénaire dont le cours est en train d'être redessiné de manière totalement permanente, et ce, sans qu'absolument aucun traité global n'ait été signé. C'est l'histoire d'un projet d'infrastructure d'une ampleur tellement phénoménale qu'il a tout simplement pris de court la diplomatie internationale, bouleversant au passage toute la géopolitique d'une région. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui donne le vertige, 74 milliards de mètres cubes. C'est la capacité colossale du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. On parle d'un océan d'eau capturé en amont. Et le détail le plus fou dans tout ça, pas une seule goutte de ce volume gigantesque n'est légalement garantie aux populations qui vivent plus bas sur le fleuve. Et c'est là qu'on touche à une réalité humaine absolument écrasante. 100 millions de personnes, en aval, dépendent à 100% de cette eau. Ce n'est pas juste une ressource d'appoint, c'est littéralement leur seule bouée de sauvetage. Tout ce qu'ils boivent, tout ce qu'ils cultivent, tout leur mode de vie repose sur ce débit précis. Sans ça, c'est leur existence même qui est remise en question. Ce qui illustre brillamment la jeunesse du problème, c'est le fameux traité de 1959. C'est un accord de l'époque coloniale, très influencé par les Britanniques, qui a figé les règles du jeu. L'Égypte s'est vue attribuer 55,5 milliards de mètres cubes, le Soudan 18,5 milliards, et les pays en amont, 0. Les nations situées à la source comme l'Éthiopie n'étaient même pas conviées à la table des négociations. Tout est allé vers le nord. Alors, on pourrait se demander en quoi ce zéro est si problématique. Eh bien, le Nil bleu, qui naît dans les hauts plateaux éthiopiens, représente à lui seul environ 85% de l'eau du fleuve avant même de remonter vers l'Égypte. Donc la nation qui fournit la quasi-totalité de l'eau n'avait, selon ce vieux traité, absolument aucun droit d'en utiliser la moindre goutte pour son propre développement. Ce qui nous amène, tout naturellement, à notre première grande dynamique. Partie 1, le dilemme en aval. Il est crucial d'examiner la perspective égyptienne de manière impartiale, car leur logique interne est parfaitement cohérente. Leur dépendance est totale. Pour eux, l'allocation de 1959, c'est la fondation même de leur société. Aujourd'hui, 97% des Égyptiens vivent le long du fleuve. 40 millions d'entre eux dépendent d'une agriculture irriguée exclusivement par le Nil. Ce n'est pas comme si on pouvait juste changer de type de culture. Et surtout, leur population a triplé depuis le traité, dépassant les 100 millions d'habitants. C'est une garantie de survie qui est soudainement ébranlée. Mais de l'autre côté de la frontière, la situation est tout aussi urgente. Passons à la deuxième partie, l'impératif en amont. C'est la force inarrêtable qui rencontre l'objet inamovible. En 2011, la réalité de l'Éthiopie, c'est une pauvreté énergétique paralysante. Moins d'une personne sur 4 a l'électricité. Face à ça, le gouvernement opte pour la vitesse absolue. Il lance la construction de ce mur titanesque de 145 mètres, créant une mer intérieure de 1800 km². Et le plus fou, il finance ses 5 milliards de dollars quasiment tout seul. Pas question de demander à la Banque mondiale, ça aurait signifié des décennies de retard bureaucratique. Ils ont agi. Pour vraiment comprendre la détermination éthiopienne, il suffit de reprendre les mots du Premier ministre de l'époque, Meles Zenawi, en 2011. Il a décrit ce projet comme l'acte d'infrastructure déterminant de cette génération. C'était la priorité nationale absolue, le projet qui devait enfin sortir le pays de l'obscurité. Le but ultime de tous ces efforts, 5500 mégawatts. C'est une quantité d'énergie phénoménale. Pour donner un ordre d'idée, en exploitant la puissance du Nil bleu, l'Éthiopie s'est donné les moyens de produire plus d'électricité que ce que le pays tout entier n'avait jamais généré dans toute son histoire. C'est un véritable bond en avant industriel. Ce qui rend cette situation si complexe, c'est l'impasse juridique absolue dans laquelle on se trouve. L'Égypte s'agrippe au traité de 1959. L'Éthiopie, elle, brandit ses droits souverains, affirmant qu'elle a le droit légitime de développer ses propres ressources, surtout face à un traité colonial qu'elle n'a jamais ratifié. Les deux arguments sont d'une logique implacable. Conséquence, il n'y a tout simplement aucun terrain d'entente. Et c'est précisément ce vide qui pose problème. Troisième partie, le cadre juridique manquant. Pendant que le béton coulait à flot et que le barrage s'élevait, la diplomatie, elle, faisait du surplace. Le conflit immédiat est devenu un simple problème de mathématiques. Plus vite le réservoir de 74 milliards de mètres cubes se remplit, moins il y a d'eau qui coule vers le nord. L'Égypte plaidait pour un remplissage lent sur 7 ans pour encaisser le choc. L'Éthiopie, pressée d'allumer les lumières, voulait plier ça en 3 ans. Incapables de s'entendre sur le tempo, les Éthiopiens ont juste commencé à remplir. Bien sûr, face à cette action unilatérale, le langage diplomatique a vite pris une tournure beaucoup plus martiale. Le président égyptien a déclaré que toutes les options étaient sur la table.
C'était perçu comme une menace existentielle, même si, honnêtement, de l'avis des experts neutres, une frappe militaire était totalement impensable. Faire sauter le barrage aurait provoqué un tsunami dévastateur pour le Soudan et l'Égypte. Mais cette rhétorique montre bien l'intensité de la panique. Le vrai problème dans cette histoire, c'est la montre. Le compte à rebours tournait à plein régime. Projet annoncé en 2011. Échec d'un accord crucial début 2020. Remplissage unilatéral dans la foulée jusqu'à l'inauguration officielle en 2025. On parle de plus d'une douzaine de cycles de négociations intenses, chapeautés par l'Union africaine, les États-Unis, l'Europe, tous voués à l'échec. La réalité physique du chantier allait simplement beaucoup plus vite que les lents rouages de la diplomatie. Mais comment expliquer une telle paralysie diplomatique? C'est simple, c'est le vide institutionnel total. L'initiative du bassin du Nil n'a aucun pouvoir de sanction. L'Union africaine proposait des médiations mais n'avait aucune autorité pour forcer la main de qui que ce soit. Et les États-Unis n'avaient aucune obligation contraignante. Bref, personne sur la scène internationale n'avait le pouvoir de tirer le frein à main. Ce qui nous amène à un concept fondamental en relations internationales. 4e partie, la fenêtre qui se referme. Regardons d'un peu plus près cette mécanique implacable du rapport de force, ce qu'on appelle l'effet de levier. Étape 1, le réservoir se remplit, l'Éthiopie tient les rênes. Étape 2, l'urgence pour l'Égypte est absolue, c'est généralement là que les concessions se font et que les signatures tombent. Mais l'étape 3, une fois le réservoir plein, l'Éthiopie n'a plus aucune raison de retenir l'eau. Son objectif de production est atteint. L'effet de levier s'évapore alors, pour toujours. Ce qui nous propulse directement à la situation actuelle. 5e et dernière partie, la condition permanente. Le point crucial à bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans 2025, nous faisons face à un fait accompli. Le barrage est à pleine capacité. Alors oui, Donald Trump a récemment tenté une nouvelle médiation face à ce qu'il perçoit comme une poudrière, mais la réalité physique est têtue. Le lac est déjà plein. On ne peut pas démonter un tel barrage. L'infrastructure gigantesque est bel et bien là, mais il n'y a toujours pas le moindre traité en vigueur. Alors pour conclure ce décryptage, une question fondamentale se pose. Que se passe-t-il dans notre monde quand l'infrastructure même de la survie est bâtie plus rapidement que les accords censés la gouverner? Ne pas réussir à anticiper ses répercussions en aval, ça crée des ondes de choc géopolitiques durables. C'est l'histoire d'un immense défi posé à la diplomatie moderne et le monde ferait bien en tirer les leçons. C'est la fin de cette analyse. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des enjeux du Nil.